Président atypique, président utopiste, président de toutes les origines, bravant les haines, incitant à la culture, à l'éducation, à l'intelligence d'un vivre ensemble sans aliénation économique, Victor Hugo est le seul candidat en 2022 capable de redonner ses lettres de noblesse au mot vivre. Muriel Roland, bonjour. Bonjour. La comédienne que vous êtes, la metteur en scène, la directrice de troupe, elle devient porte-parole de Victor Hugo à la présidentielle de 2022. Par quelle opportunité, par quelle rencontre? Racontez-nous comment vous l'avez aperçu sur votre chemin, Victor Hugo. À la faveur d'une résistance à Victor Hugo, oui, je suis une victime de sa panthéonisation. D'accord. Racontez-nous. Eh bien, il a fallu que Lochou, son porte-parole, m'en convainque. Lochou, c'est joli, oui, ça. Voilà, Ouais. parce que j'étais... Laurent Chu. Voilà, Laurent Chu. J'étais un peu... voilà, une version massive de Victor Hugo. Et j'ai compris que non, qu'il y avait cet aspect polymorphe, protéiforme, et toute cette... voilà, ce qui me faisait peur, en fait, c'était qu'il y ait une pauvreté de cloisonnement, parce que je ne connaissais pas assez. Et puis, petit à petit, les morceaux se sont recollés. Et je me suis rappelée de Hugo faisant tourner les tables, de son rapport à l'alchimie. Et je me suis dit, voilà un homme qui fait le grand écart. C'est un créole. C'est presque un chaman, en quelque sorte. Et il a fallu que ça se recolle et que je me dise, mais on lui a fait beaucoup de mal, en fait, en le faisant passer pour un homme politique ou pour un bourgeois ou pour voilà, ou pour le plus grand romancier du monde. Exactement. Ouais. Voilà. Et donc c'est-à-dire il faut aller le faire descendre de son piédestal pour le prendre par la main. Exactement. Lui aussi. Voilà. Pour l'amener quelque part. Exactement. Et là j'ai compris que c'était un peu sainte prolixe, cette sainte qui justement n'arrête pas de... Oui. Sa tête repousse et il parle et il évolue tout le temps. Et donc, il a commencé à venir dans mes rêves, et j'ai commencé à tendre l'oreille à tout ça. Puis alors, en lisant en écoutant et en voyant À la nuit de l'ours, ce qui n'est pas anodin, parce qu'il y a quelque chose de l'ours dans Victor Hugo. Et j'ai entendu... D'ailleurs, l'ours dans L'homme qui rit, je crois qu'il en est question aussi. Voilà. Hein, voilà, bien sûr. Et donc, il est revenu dans cette nuit de l'ours, où Laurent Chu et Marc Loras donnaient au bord d'une rivière, sous les montagnes de la vallée de Chamonix, de Valorcine, dans la vallée de l'ours. Et là, j'ai compris que, voilà, il y avait... une sorte d'homme mosaïque qui s'était refait tout le temps et qui peut-être pouvait détruire cette vision d'autoroute qu'a la politique actuellement, c'est-à-dire que... Il n'y a pas que la politique qui a une vision d'autoroute en ce moment, non? Vous pensez Ah non, pas du tout. Tout est comme ça. Tout est comme ça. Hein. Voilà. C'est ça. C'est cet aspect-là qu'il aurait, à votre avis, c'est ça? C'est les petits chemins de traverse, Victor Hugo. C'est justement tout cet affinage que nécessiterait notre pensée aujourd'hui. Exactement. Cette alchimie, vraiment. C'est-à-dire que le chemin, on sent qu'en fait, c'est un homme théâtre qui fait son chemin en marchant et qui essaye de lier des hétérogénéités, des diversités en lui, et pas qui suit un projet ou un mode d'emploi qu'on lui aurait donné. Et c'est ça qui est très beau. C'est peut-être pour ça qu'il est éternel, qu'il peut ressurgir à chaque moment, parce qu'il n'a pas fini de faire cette alchimie, en fait. Alors, il écrit « Même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera ». Vous y croyez aussi à cette espèce de progrès qui serait au final toujours une forme de remède au mal et à la force de mort dans nos sociétés? Toujours le soleil se lèvera, à votre avis, Muriel Roland? Oui, je pense, à condition qu'on laisse germer les choses dans l'humus et dans le sombre. Et c'est un peu le problème, c'est que
n'est pas hors sol, lui. Donc en fait, il a toujours ces forces sombres pour que le soleil en germe. Et je ne pense pas qu'il parlait d'un soleil imposé de l'extérieur ou dessiné de l'extérieur, un soleil un peu Disneyland. Et que c'est ça qui fait qu'il a ces potentialités permanentes. Oui, mais en 2022, s'il ne gagne pas, le soleil, il se couche, il ne se relève plus jamais? Mais il ne peut pas ne pas revenir, il ne peut pas ne pas être élu. C'est inenvisageable. D'accord. C'est inenvisageable. Je pense que là on va être... de toute façon, il reviendra... si par malheur ou par le plus grand des hasards, par accident, il ne revenait pas ou il n'était pas élu, je pense qu'il reviendrait sous une autre forme et que ça serait peut-être un peu plus long, mais ça adviendrait. Je pense qu'il y a un rapport au temps qui est... C'est pas quelqu'un qui était prisonnier du temps, c'est quelqu'un qui crée son temps. Alors, quand on dit ça va revenir, finalement, Victor Hugo, il va revenir sous la forme du peuple. Oui. Je pense, et même... Et pas du populisme. Non. Peut-être de la populace. Ah. Parce que j'ai entendu une phrase que j'ai dans le texte Demain ne peut attendre, quand il dit il faut que le poète soit populace, c'est-à-dire qu'apportant le progrès, il ne recule pas devant le coudoiement du fait, quelque difforme que le fait soit encore. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui paf, c'est quelqu'un qui est capable de reconstituer ce qu'il appelle la populace en peuple. Ce n'est pas des choses qui sont appliquées, ce n'est pas un exécutant, c'est quelqu'un qui se met dans la chose, dans les choses, dans les faits, comme il dit. Peut-être. Voilà, avec la populace. Avec. Je ne pense pas qu'il a une notion de programme. Voilà. Et c'est de ça qu'on meurt, c'est d'être mis dans des programmes sans inattendu. Je pense que c'est quelqu'un qui est très ouvert à l'inattendu. Complètement ouvert à l'inattendu. Alors moi aussi j'en ai une phrase d'Hugo. Je ne suis pas, messieurs, de ceux qui croient qu'on peut supprimer la souffrance de ce monde. Je suis de ceux qui pensent et qui affirment qu'on peut détruire la misère. À votre avis, Roland, on peut vraiment détruire la misère? Oui, je pense qu'on peut détruire la misère en laissant à la pauvreté sa puissance. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de pauvres, il n'y a plus que des misérables, et il n'y a plus de riches non plus, comme le disait Rilke dans son livre de la pauvreté et de la mort, qui est très proche en fait de la pensée hugolienne, avec un versant plus sobre, moins riche baroque. De quoi d'abord? Riche de relations. C'est ça qui est intéressant dans la pensée d'Hugo, c'est que la relation elle est forcément créative, et les pauvres, comme il l'a bien décrit dans Notre-Dame de Paris, c'est finalement que les pauvres, quand on les laisse négocier avec la ruse, avec la interrelation, ils créent une richesse, une abondance une abondance culturelle, et que cette société du programme social, où les services publics deviennent des sévices publics parce qu'ils nous réduisent à des c'est un peu le contraire, et je pense que c'est ça qui va amener. Mais il va l'amener, et en plus il va nous laisser notre place, parce que c'est pas quelqu'un qui va se substituer, c'est quelqu'un qui va laisser les choses se faire dans le terreau, dans l'interrelation, voilà. En 89, il aurait pensé, Victor Hugo, que le soleil se levait à l'est, ou pas? Ou il n'y aurait pas cru Non, je pense qu'il y croit, parce que c'est quelqu'un qui a une foi inébranlable. Ouais. Et même, je pense qu'il... Donc, et puis, je pense que c'est quelqu'un qui ne laissera à personne le droit de lui dicter le désespoir. Voilà. Et donc, les plutocrates, qu'est-ce qu'il en fait? Il
Il les mange? Oui, je pense qu'il lutte, qu'il combat. Je pense que c'est un duelliste, c'est quelqu'un qui se bat à main nue et tout le temps. C'est pas quelqu'un qui se bat à travers des processus fabriqués. Il invente les termes du combat comme c'est un artiste martial quelque part. Je crois qu'il est capable d'épouser la forme de l'adversaire et même de le convertir quelque part et de le séduire. Je pense que c'est un grand séducteur, mais pas ces séductions imposées, c'est des séductions créées de toutes pièces. C'est-à-dire, c'est lui qui a créé ça. Oui, c'est un maître d'art martial, quelque part. Je pense. Mais est-ce qu'à votre avis, Leni Riefenstahl n'aurait pas dit la même chose d'Hitler? Ah non. Non, parce qu'il y a... Je pense pas qu'Hitler... Je pense que entre tous ces aspects, Hugo, il a fait un archipel, comme dirait Édouard Glissant. C'était un homme archipel, quelque part. Et je pense que Hitler était plutôt un homme qui voulait réaliser ses névroses et exclure des parts de lui pour mettre au pas, selon ses névroses, tout un arsenal. Alors, vous voulez dire peut-être que finalement, adorer Hitler, c'est adorer un maître, tandis qu'adorer Victor Hugo, c'est adorer cette transcendance qu'il a créée. C'est aller au-delà du personnage. Je pense que c'est toute la différence. Oui, mais un maître, ça dépend dans quel sens on le prend. Oui, alors. C'est pas un maître parce que un maître, c'est quelqu'un aussi qui porte l'histoire, les générations, et qui en a fait une sorte de transmutation. Il l'a métabolisé. Et il l'a. Je le comparerais, par exemple. Je comparerais Hugo, en fait, ne pourrait pas exister si c'était pas un être collectif fabriqué par des... Oui, c'est ça. Voilà. Mais l'important est qu'il n'existe pas vraiment. Hein. L'important est que ce soit plusieurs. Voilà, ce soit plusieurs. C'est un corps collectif, en fait. Oui. C'est un corps et un esprit collectif. Et je pense qu'Hitler, ce sont des gens qui... il existait, lui. Oui. Qui coupe la transmission, qui se fige sur des identités, voilà, et qui sont donc incapables de s'agrandir. Et peut-être ça vient de là aussi, cette puissance de fascination qu'il a exercée. C'était quelque part rassurant, parce que c'était presque la façon de dire maintenant on n'a plus besoin de changer, on se laisse guider par C'est toute la différence entre la barbe et la moustache, quoi. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que Victor Hugo ne nous rasera jamais. Jamais. Il vous a rasé une fois quand même? Il y a des choses que vous n'aimez pas ou... Il m'a rasé à l'école parce que... Voilà, oui, on en revient à cette panthéonisation. Ou alors... mais je regrette, je me repens d'avoir cru ce qu'on m'a dit de lui, et je remercie vraiment les personnes qui m'ont éveillée à cette... Alors évidemment, maintenant, il faut que je fasse le chemin, il faut que je lise plus avant, et que je lise avec le nouveau regard dont on m'a nettoyé tout ça, parce que là, j'avoue ma grande inculture par rapport à cet océan de... Parce que ça aussi, cette prolixité, cette façon en fait de confondre complètement l'acte de créer et de vivre, c'est magnifique. Et c'est vertigineux. C'est vertigineux. Quelque chose des abysses de la création, alors. Voilà. Mais qu'on partage. Qu'on partage. Merci beaucoup, Muriel Roland. Merci.